Good morning, everybody. Can you hear me? It's a pleasure to be here in Quebec to speak to you about. Pour vous parler de prolonger la saison de pâturage pour les bovins de boucherie. C'est une des rares façons que les producteurs de bœuf peuvent diminuer leur coût de production sans dépenser énormément au niveau technologique. Mais ça implique beaucoup de connaissances. Donc, on va essayer d'entamer le sujet. Dans ma présentation, nous allons parler de ces sujets. Les composantes économiques du système. Nous allons parler de pâturage d'automne, pâturage d'hiver et la relation entre le rendement, la capacité de charge et le coût, parce que tous ces facteurs sont interreliés. Nous allons ensuite parler de l'importance de la qualité du fourrage dans le prolongement de la saison de pâturage pour les vaches à bœuf. Et si on a le temps, on va parler des effets du pâturage d'hiver sur la durabilité. Donc, nous parlons de prolonger la saison de pâturage dans l'ouest du pays. Et seulement certaines des choses dont je vais vous parler vont s'appliquer directement au Québec et à l'est du Canada. Environ 40 du troupeau de vaches de boucherie au Canada est en Alberta, 30 en Saskatchewan et environ 10 au Manitoba. Et cette région-ci, autour de Lacombe, est une des régions les plus denses de vaches de boucherie au Canada. Et plusieurs des choses dont on parle en termes de prolonger la saison de pâturage fonctionnent assez bien dans cette région de sol brun à noir. Et il y a différentes méthodes. Je vais surtout partager de pâturage en parcelles. Donc, le système de bœuf traditionnel dans l'ouest du Canada et dans beaucoup du Canada est centré autour du pâturage d'été qui coûte relativement peu cher. La portion hivernale est basée sur du foin, de l'ensilage ou de la paille, donc de la nourriture entreposée. Et c'est une période d'alimentation exige beaucoup de main-d'œuvre et d'utilisation de carburant et d'équipement. Donc, lorsqu'on parle du contrôle ou de la ligne de référence, c'est de ça dont je vous parle. Donc, le gros problème de l'industrie avec une opération de bœuf, c'est le coût élevé de l'hivernage des vaches de boucherie. Et hiverner les vaches, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'année. Donc, le coût des aliments, de la litière et du pâturage représente 56 à 71 des coûts de production. Et la nourriture elle-même, c'est environ 32 du coût total. Le coût quotidien de l'alimentation hivernale augmente. Quand on a travaillé il y a 15 à 20 ans, on considérait que ça allait coûter environ 2 $ par jour pour maintenir et soigner une vache pendant l'hiver. Maintenant, c'est rendu à autour de 3 $. Étant donné que la plupart de la nourriture utilisée pour hiverner les vaches, pour conserver du foin ou de l'ensilage, ça ne se fait pas sur les terres plus pauvres. Donc, le coût des terres augmente et donc il faut augmenter notre niveau de productivité. Pour vous donner une idée de la différence en coût, d'abord, le coût quotidien. Ce sont des coûts pour le pâturage d'été, surtout sur des vieux pâturages ou des terres naturalisées et un pâturage prolongé, donc ça peut être un gazon accumulé à l'automne, en septembre, octobre, novembre, et ensuite la période d'alimentation hivernale. Donc, on va parler de la durée de ces périodes pour ces différents systèmes plus tard. Mais vous pouvez constater que la période de pâturage d'hiver coûte environ 3 $ par jour. C'est ce qui coûte le plus cher. Et si on est capable de remplacer les coûts par rapport aux deux autres systèmes de pâturage pour les prolonger à l'hiver, ça peut nous sauver beaucoup d'argent. Vous allez voir, sous la période d'alimentation hivernale, que le coût de la nourriture elle-même, ça représente environ la moitié du coût total. Et le coût qu'on veut vraiment
diminuer, c'est ce coût quotidien de maintenir l'équipement qui fonctionne à tous les jours et les coûts fixes de maintenir des installations pour nourrir des animaux à un site ou à un parc d'engraissement, ce qu'on appelle le parquage. Donc, qu'en est-il de la durée de la période de pâturage d'hiver ou d'alimentation d'hiver? Parce qu'on parle du coût total multiplié par la durée totale. Dans l'ouest du Canada, le nombre de jours d'hiver est d'environ 200 jours, mais ça varie selon où vous êtes dans les prairies. Dans les régions semi-arides où il y a moins de neige, c'est environ 150 jours et dans le sud du Manitoba, peut-être 220 jours. Mais étant donné qu'on a un climat variable et des régions géographiques différentes, n'importe quel hiver peut varier de 150 à 220 jours d'alimentation hivernale. Et cette alimentation hivernale est basée sur la production d'une culture d'environ 91 jours. C'est à peu près la durée du pâturage d'hiver. Mais si on considère 200 jours d'hiver, ça veut dire une période de pâturage de 165 jours. Mais aucun pâturage ne pousse pendant 165 jours. Donc, en réalité, la période de croissance est d'environ 90 jours pour satisfaire les deux besoins. La période en rouge, 54 pour le Manitoba, c'est vraiment une période de croissance lente où il y a peu de croissance et la croissance devient limitante quand on arrive vers la fin de l'été. Environ 70 de la croissance se produit vers le milieu de juillet. Donc, les autres 30 vont se produire plus tard. Et si le rendement à la fin de l'été diminue à cause d'une sécheresse ou de températures élevées ou fraîches, dormances qui préparent les plantes fourragères à hiverner. Donc, on a examiné plusieurs méthodes pour prolonger la saison de pâturage, à la fois sur une parcelle de terrain et ensuite dans des études de broutage. Et ces études de broutage prennent 3 à 4 ans à compléter et on a examiné des choses comme pâturer des cultures fourragères pérennes mis en réserve dans un système de foin versus un emplacement d'alimentation. On a mis des céréales en andin, par exemple du maïs, du triticale, de l'avoine ou de l'orge. D'autres personnes ont fait de la recherche sur les balles au pâturage que vous connaissez, je crois, et qui peut très bien s'appliquer à vos systèmes au Québec. Les balles sont placées au champ avant les premières chutes de neige et ensuite on les soigne en séquence pendant l'hiver. C'est une façon efficace et une bonne méthode pour pâturer lorsque la neige est profonde. Quelque chose qui est aussi populaire, surtout au Manitoba, c'est pâturer sur du maïs sur pied. Ça, on va en parler en comparaison au pâturage sur andin. Qu'en est-il du taux d'adoption? Les systèmes de pâturage prolongé ont été adoptés assez bien. Une des principales raisons, c'est qu'ils sauvent de la main-d'œuvre. Et il n'y a pas un gros investissement en technologie. Ils sauvent aussi beaucoup d'argent. Donc, malgré le fait qu'ils ont été populaires et sauvent de l'argent aux producteurs, les producteurs n'ont pas arrêté de faire des balles carrées ou rondes parce qu'il y a des années où pâturer l'hiver est difficile et risqué et vous devez toujours avoir un plan B. Donc, l'utilisation de balles n'est pas hors de question. Et bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles pâturer sur balle est raisonnablement populaire. Parce que quand il fait froid, quand les vaches ont besoin de plus de nourriture ou quand elles ne peuvent pas avoir accès aux andins ou aux réserves de foin, les techniques de pâturage sur balle peuvent être utilisées.
Chacune de ces méthodes de prolongation du pâturage peut être utilisée dépendamment du temps de l'année et des exigences, des besoins des vaches. Cette diapo vous donne une idée du coût total. Ça, c'est prix de sondage à la ferme et j'utilise les unités de 100 vaches pendant 100 jours parce que 100 vaches, c'est approximativement la taille des troupeaux. Les tailles de troupeaux moyens varient de 90 à 130 vaches. La méthode traditionnelle pourrait prendre environ 18 000 $ pour 100 jours dans un système de parc d'engraissement et la moitié de ce coût, c'est le parquage, c'est-à-dire le coût moyen d'entretien des vaches. Les pratiques de pâturage prolongé diminuent ce parquage et à cause de ça, surtout dans le pâturage sur andin, les coûts de parquage sont réduits dans une grande mesure. Et ce n'est pas difficile. Une fois que vous diminuez ce coût de parquage, vous diminuez le coût total quotidien de maintenir une vache pendant l'hiver de 50 %. Chacune des méthodes utilisées a tendance à être réduite dans la mesure où vous pouvez réduire l'utilisation d'équipements, de tracteurs, etc., pour soigner les animaux, ce qui leur permettre de pâturer diminue énormément l'utilisation de carburant. Donc, en pensant à la logique de ces systèmes, j'utilise un système, des relations du système. Il y en a qui appellent ça du calcul de pâturage. Quand on a commencé à travailler sur ces systèmes de pâturage d'hiver, notre objectif était de diminuer le coût de manutentionner du fumier. On aurait été satisfait si c'était tout ce qu'on réalisait. Donc, on a réduit les coûts de parquage, mais si on veut vraiment réduire les coûts de produire la nourriture au champ, il faut regarder comme la capacité de stockage, c'est-à-dire le nombre de jours de pâturage sur le pâturage multiplié par la population des animaux. Notre objectif est de diminuer le coût quotidien et pour le faire, on veut augmenter la capacité de charge comme dénominateur divisé par le coût de production. Donc, une des choses qu'on a constatées, surtout en travaillant avec l'orge, c'est qu'il faut semer tard pour endainer au mois de septembre. Et ça réduit le rendement d'orge. Donc, si on peut augmenter le rendement de la culture ou si on peut maintenir davantage de ce pâturage prolongé, la capacité de charge augmente et le coût par jour diminue. Nous voulons aussi avoir une qualité élevée, la qualité du fourrage, parce que ça va prendre moins de nourriture pour maintenir les vaches. Donc, pour satisfaire leurs besoins d'entretien. Moins de nourriture, ça veut dire moins de nourriture et d'énergie requises, ce qui signifie qu'on va aussi avoir une augmentation marginale de la capacité de charge. Donc, la vache va brouter plus longtemps dans sa gestation. Et on veut aussi examiner les facteurs qui augmentent ou diminuent l'utilisation au champ. Les vaches peuvent consommer 80 à 85 % de l'andin ou du matériel à pâturer et la capacité de charge va augmenter. S'il y a beaucoup de neige, on constate que l'utilisation peut être aussi faible que 50 % et le coût par jour va augmenter à ce moment-là. Je vais vous parler d'abord de cette période dans la partie rouge du cercle, la partie de l'année où on accumule de l'herbe quand on a moins de production que pour satisfaire nos besoins. Donc, la fonction ici de travailler avec les accumulations de graminées à l'automne, c'est pour faire en sorte que les animaux n'iront pas au parc d'engraissement avant plus tard. Ça diminue les coûts de charge. Si vous cultivez la culture l'été sur une parcelle différente du pâturage d'été, ça, c'est un coût supplémentaire et donc ça coûte toujours un peu plus cher de cultiver des cultures annuelles et vivaces. Donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant.
Cette diapo montre qu'il y a beaucoup d'options de ce que les gens peuvent utiliser pour prolonger le pâturage jusqu'à l'automne. Et ici, on utilise une comparaison au pâturage naturalisé, habituellement de vieilles graminées, et vous allez avoir, ça va être du pâturin, du chien-dent et du brome, et on a tendance à avoir une mauvaise reprise à l'automne et pas beaucoup de tolérance aux périodes sèches. Donc ça peut être comparé à une pâturage amélioré qui contient du brome et de la luzerne, qui a une bonne reprise. Et le coût, c'est cher comparé aux annuels, mais pas aussi cher qu'un mélange avec plusieurs légumineuses qui contient de la veste, qui coûte 100 $ de plus. Tous les autres types de mélanges d'annuels sont relativement bon marché sur une base annuelle comparé aux vivaces en termes de coût des semences. Et ils peuvent être des mélanges de brassica, de crucifères, avec des céréales de printemps ou des céréales de prin et d'automne, d'hiver semées ensemble. Et je l'ai comparé avec du maïs sur pied pour le pâturage, c'est la version qui coûterait le plus cher. Une fois qu'on dépasse l'année d'établissement, il y a des coûts supplémentaires. Si vous voulez que ça survive ou si vous voulez continuer à utiliser ces cultures annuelles comparées aux vivaces, donc sur les 2 premières lignes, nous avons du brome des prés, de la luzerne et le mélange avec du pois chiche et aussi de la veste. Si vous comparez la deuxième coupe ou les graminées accumulées ou les 5 années consécutives d'un mélange annuel, le coût est très faible par unité de surface lorsqu'on utilise des vivaces. Ce n'est pas parce qu'on parle de culture de couverture comme annuelle ou comme culture de pâturage, ça ne veut pas dire qu'une personne devrait complètement se convertir à la production annuelle. Parce qu'en bout de ligne, la vivace est probablement celle qui est la plus durable et la moins coûteuse. La différence, par contre, c'est que la capacité portante de la deuxième coupe est probablement plus faible, d'une bonne proportion du coût. On a fait du travail avec des producteurs sur des pâturages de crucifères. Dans ce cas-ci, c'est un mélange de choux frisés et navets. On n'a pas fait de recherche dans un programme de recherche comme tel, mais on a regardé des pâturages de crucifères en collaboration avec un producteur qui nous a permis de travailler chez lui. Donc, ce producteur a semé un mélange d'avoine, 30 % avoine, avec le mélange de kale et navet. Il voulait l'utiliser en andin parce que les compagnies de semences disaient que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, on lui a demandé de laisser certains de ses champs sur pied. Et à ma droite, donc votre droite, vous voyez à quoi ressemble l'andin au mois de décembre. Donc, très rapidement, je veux vous le présenter. Mais on a regardé ici à la qualité des crucifères debout et en andin. Et la première chose au sujet de la culture sur pied, c'est qu'ils sont faibles en pourcentage de matière sèche et riches en sucre. Ça, on le savait, et faibles en FDN, en fibres au détergent neutre. Donc, lorsque on arrive au mois de novembre, la période plus fraîche, le sucre a diminué et ça a séché un peu. Et la teneur en fibres a augmenté. Une fois qu'on était rendu au mois de décembre, au contraire de ce que les gens vont vous dire, cette culture a gelé debout. C'était comme des glaçons qui se tenaient droit dans le champ. En andin, par contre, ça n'a pas perdu d'humidité aussi rapidement et ça a même conservé son humidité dans l'andin. Donc, lorsque on l'a regardé en novembre et décembre, on était rendu à peu près à la même humidité que de l'ensilage et ça a diminué considérablement en taux de sucre. Et c'est
ce que les gens qui aiment ce mélange vous auraient dit. Donc, ce genre de culture n'est pas adapté aux Andins et devrait être consommé avant la fin de l'automne. D'autres cultures qui ont une qualité élevée, qui peuvent être utilisées, seraient semées au printemps ou à la fin au début de l'été, et par exemple du régresse italien ou annuel dans la deuxième rangée sont facilement digestibles, peuvent être utilisés dans une certaine mesure, mais ne tolèrent pas les périodes sèches. Le triticale d'hiver semé au printemps, c'est semblable, mais rendu à l'automne, les bromes et les fétuques traçantes sont aussi d'assez bonne qualité en autant qu'on ait assez d'humidité. En regardant la qualité des graminées accumulées à l'automne, vous voyez la digestibilité du brome des prés à gauche et la luzerne et sa teneur en protéines. La digestibilité du brome des prés, qui a un taux de reprise élevé, va être comparable à la fétuque élevée que vous cultivez ici. Il y a une qualité élevée et devait probablement être utilisée avant le mois de décembre. Je veux examiner rapidement un essai que nous avons réalisé à la fin des années 90 et au début des années 2000, où on a regardé le rôle des pâturages accumulés dans les programmes de stockage. Et on avait des rendements coût du gain quotidien et gain quotidien. Et vous voyez en bas un mélange de triticale d'hiver et d'avoine qui a été semé au printemps et on compare ça au pâturage naturalisé et au brome des prés luzerne. Et avec le mélange annuel a dépassé le rendement du pâturage naturalisé. Donc ça, c'est un avantage. La qualité était plus élevée pour ce matériau et le rendement de bœuf en termes de kilogrammes à l'hectare ou livre à l'acre était aussi beaucoup plus élevé. Le taux de gain quotidien était plus élevé avec ces deux types, mais quand on arrivait au coût du gain quotidien, la Vivace était meilleur marché, à la fois pour le pâturage naturalisé que Vivace. Donc, il faut vraiment les comparer. Mais essentiellement, si notre idée est de faire en sorte que les animaux ne soient pas dans le parc d'engraissement, ces deux systèmes, le système annuel et Vivace, ont fonctionné. Maintenant, passons au pâturage d'hiver. Et dans ce cas-ci, nous produisons une culture l'été et on remplace ces jours de pâturage d'hiver avec cette culture. Donc, les céréales de printemps ont été la base pour ce genre de travail. Et les photos que vous voyez ici sont du triticale d'hiver qui a été semé au début du mois de juin et ensuite endainé en septembre. Vous voyez que les rendements sont très élevés et les vaches habituellement vont le brouter au début de novembre. Comme je l'ai dit plus tôt, quand on a commencé à faire ce travail, on a travaillé beaucoup avec l'orge et une des choses qui nous intéressait, c'était de voir l'impact de semer tard pour faire les andins, aussi tard que le milieu de juin, pour pouvoir l'andainer au début de la formation des grains au mois de septembre. Et à la gauche, lorsqu'on a semé plus tard et andainé au mois de septembre, le rendement d'orge a diminué de presque 40 % par rapport à ce qu'il aurait été s'il avait été semé au début de mai. Avec le triticale et l'avoine, ils n'ont pas diminué autant leur rendement quand ils ont été semés tard et n'ont pas eu besoin d'être semés aussi tard. On pouvait les semer vers la dernière semaine de mai ou la première semaine de juin. Quand on convertit ça en capacité de charge, on voit que le rendement affecte la capacité de charge, de même que la qualité. L'avoine a eu une moindre qualité et donc, lorsqu'on était rendu au semis au mois de juin, la capacité de charge projetée était plus basse que le triticale. Le triticale, ici, a beaucoup de potentiel, à notre avis. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on a commencé à travailler
avec du pâturage en andin, on a utilisé beaucoup d'orge. Et l'idée était que si on pouvait utiliser des cultures qui utilisent toute la saison et donnent un meilleur rendement que l'orge, et on va augmenter la capacité de charge et on va diminuer les coûts davantage que l'utilisation juste de l'orge. Donc, à gauche de cet essai, c'était un essai de pâturage qui a eu lieu sur 5 ans. À la fois le maïs en andin ici, mais on pourrait l'utiliser sur pied. Donc, le maïs et le triticale ont donné un meilleur rendement que l'orge. Le coût du maïs coûte 2 fois plus que les céréales. Donc, il faudrait que le rendement soit plus élevé pour compenser. En bout de ligne, le coût quotidien des 3 cultures utilisées pour le pâturage prolongé, l'orge, le maïs et le triticale, ont coûté moins cher que l'orge témoin. 70 du témoin, le maïs 50 et le triticale environ a réduit le coût d'environ 60 Donc, le triticale a eu la capacité portante la plus élevée et aussi le coût le plus bas. Le coût le plus bas que l'on pouvait pâturer l'automne ou l'hiver, c'était les graminées de réserve. Et ça, on en a déjà parlé. La qualité est élevée, donc vous voulez l'utiliser, mais on voulait savoir comment ça se compare aux céréales pour le pâturage d'hiver. Donc, on a comparé l'avoine aux graminées de réserve en andin. Et encore une fois, les coûts sont à peu près les mêmes, environ 1 $ par jour, comparé à 2 $ par jour pour notre témoin. Et vous pouvez voir la différence dans le coût alimentaire avec les graminées de réserve étant très bon marché, mais la capacité de charge aussi était faible, ce qui veut dire que ça prendrait beaucoup plus de terre pour pâturer autant de vaches pendant autant de jours que même le témoin. Donc environ 55 hectares de terre pour 100 vaches jour. Donc il faut prendre ça en compte parce que la plupart des producteurs sont limités dans leurs terres disponibles. Si on avait utilisé le foin du système de foin seul, ça aurait coûté à peu près autant que le témoin. Et si on avait environ moitié-moitié, environ la moitié des journées en foin, l'autre moitié en pâturage, ça aurait coûté plus cher qu'utiliser simplement les andins d'avoine. Donc, pour résumer la relation entre le rendement et la capacité de charge, parce que la capacité de charge, c'est le moteur pour maintenir vos coûts bas. Lorsque le rendement augmente, la capacité de charge augmente aussi. Et on le voit, c'est un lien très fort. Nous, on peut s'attendre à ce qu'une culture d'orge et d'avoine en centre de l'Alberta va nous donner environ 600 jours par hectare. Et même si le maïs coûte plus cher, beaucoup de cette économie va diminuer le parcage plus le rendement. Il y a une relation plus faible entre la capacité de charge et le coût quotidien, parce que bien sûr, ces graminées de réserve sont bon marché, mais lorsque vous augmentez la capacité de charge, il y a une diminution généralisée dans le coût quotidien. Je veux maintenant vous parler de la relation entre les vaches. Lorsqu'on parle du système de pâturage d'hiver, on parle de facteurs liés aux vaches, liés à la météo et aussi liés au fourrage. Donc, sur le côté de la demande, la vache exige assez d'énergie consommée et d'autres éléments nutritifs pour maintenir son poids dans un environnement considéré comme hostile. Ça prend plus d'énergie pour pâturer l'hiver, environ 20 de plus. Et ensuite, la vache doit augmenter la croissance de son veau en gestation et ça augmente le besoin en énergie considérablement. Et lorsqu'on compare ça à l'approvisionnement qui indique la qualité initiale du fourrage à l'automne, c'est affecté par l'espèce et le stade du fourrage. Aucune culture maintient sa qualité pendant l'hiver. On perd la qualité. C'est la perte suite à la météo. Et la vache doit le consommer assez pendant l'hiver, juste pour pouvoir consommer assez de nutriments. Et ensuite, la vache doit accumuler de la graisse, donc avoir un bon état de chair pour survivre à l'hiver. Donc,
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut plus d'énergie pour brouter l'hiver que pour rester immobile à côté d'une mangeoire. Donc, le processus d'alimentation n'est pas plus efficace, il est simplement meilleur marché. Donc, les vaches ont besoin de plus d'énergie pour brouter l'hiver et elles vont probablement perdre de la graisse. Ce tableau vous donne une idée de l'exigence énergétique annuelle de la vache d'un mois à l'autre, de la saillie jusqu'au vêlage, et les vaches qui vêlent au mois de mars ou au début d'avril, en général, vont avoir le minimum de requis de besoin d'énergie à l'automne lorsqu'ils sont prêts à sevrer leur veau. Donc, cette période de temps où vous voyez les barres rouges qui commencent environ sur le numéro 7, c'est-à-dire le mois de septembre, indique que la vache a un besoin d'énergie minimum à ce moment-là. Donc, si on peut préparer cette vache à faire du pâturage d'hiver à ce moment-là en soignant du fourrage d'assez bonne qualité, elle pourra engraisser. Lorsque la vache avance dans l'année, pendant les mois les plus froids, lorsque la gestation avance, son besoin en énergie s'accélère dans les derniers mois de la gestation. Et donc, il faut faire attention pour s'assurer que la vache a assez de nourriture à ce moment-là. Une vache qui est au pâturage l'hiver, au début de l'hiver, en septembre, octobre, novembre, peut avoir besoin d'environ 11 à 12 mégacalories d'énergie par jour. Et lorsqu'elle avance dans l'hiver, elle va consommer environ 11 à 13 kilogrammes de matière sèche pendant cette période-là. Elle pourra maintenir son poids, mais on a nos mois les plus froids en janvier, décembre, janvier, février. Il est tout à fait possible que la vache consomme moins que ses besoins. Lorsqu'elle avance dans sa gestation, elle aura peut-être besoin de 14 kg par jour ou 14 mégacalories par jour. Donc, elle pourrait avoir un déficit d'environ 1 mégacalorie par jour et sur 60 jours, elle pourrait perdre 30 à 40 livres sans difficulté. Donc, si on apparie cette exigence avec le potentiel de perte de qualité des fourrages, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra aider la vache à maintenir son poids. Donc, ça, c'est une expérience qu'on a faite dans une grande parcelle, mais pas au champ, où on a échantillonné différentes espèces pendant l'hiver. Ce n'était pas sous pâturage. On a d'autres exemples où c'était le cas. Et nous voyons qu'une des espèces qui a pu maintenir sa qualité pendant toute la période d'hiver était le maïs. Les céréales semées au printemps ont maintenu leur qualité assez bien. Et la pire, c'était les petites céréales qu'on a utilisées de façon assez étendue. Mais si vous utilisez une de celles-là pendant une période de temps où elles peuvent satisfaire les besoins en énergie de la vache, elles pourraient être utilisées stratégiquement à différents moments de l'année pour satisfaire les besoins de la vache et la maintenir au pâturage plus longtemps. Donc, ce sont des données qui montrent qui définissent la digestibilité du maïs dans des pratiques de pâturage d'hiver. Vous voyez que le maïs est plus digestible et diminue plus lentement dans sa digestibilité que le triticale ou l'avoine. Pour résumer ces données, j'ai regardé plusieurs expériences que nous avons faites et quand vous regardez la quantité de perte de poids moyen sur une période d'environ 100 jours de pâturage d'hiver, par rapport aux vraies données, quand nous comparons la digestibilité véritable in vitro avec la perte ou le gain de poids, nous voyons que la qualité est importante et les vaches perdent plus de poids avec une moindre qualité. Et ce qui est intéressant, tandis que les graminées de réserve donnent un rendement X, les vaches au pâturage vont faire un gain de poids. Dans cette prochaine partie, je vais parler de la durabilité des pratiques de pâturage prolongé, parce que dans l'industrie du bœuf, nous sommes conscients des demandes
d'amélioration de notre gestion environnementale par nos voisins urbains. Donc, il faut en tenir compte. Donc, on va parler un peu de l'utilisation du terrain dans les systèmes de bœuf, la main-d'œuvre, carburant et énergie fossile, émissions de gaz à effet de serre et transfert de nutriments. Donc, si je veux regarder l'ensemble de ce que le pâturage d'hiver fait pour nous, et je vais utiliser un exemple tiré d'une expérience qu'on a faite, ce sont des économies pour des vaches après l'hiver comparées aux andins de triticale, avoine ou orge comparés aux témoins. Et si vous regardez la colonne du milieu sous frais de parquage, vous voyez que les économies de ne pas soigner dans un parc d'engraissement ou un site de soignage, donc par rapport au pâturage, c'est surtout un gain. Chacun de ces facteurs, main-d'œuvre, carburant, et valeur économique et terrain, ça c'est important en agriculture. Donc, en faisant du pâturage sur andin, on sauve environ 112 heures de main-d'œuvre. Ce n'est pas tout à fait 3 semaines d'équivalent. Et ça, c'est énorme sur une ferme parce que la main-d'œuvre coûte toujours très cher. Et plusieurs producteurs, il y a 2 personnes de la famille qui travaillent. Donc, chaque fois qu'on peut simplifier la main-d'œuvre, c'est un plus. Étant donné qu'on ne fait pas fonctionner d'équipement pendant l'hiver, on économise énormément de carburant et le plus gros de ce carburant sous forme de diesel est sauvé sur la période de parquage. Et quand vous additionnez tout ça, y compris la diminution d'intrants totaux, les économies sont substantielles. Et quand on multiplie ça par un taux d'adoption d'au moins 25 %, ça devient énorme pour l'industrie. Ça représente des millions de dollars. Si on fait un bon travail et si on utilise de bonnes données agronomiques en travaillant avec les cultures pour pâturage prolongé, on peut même sauver du terrain. Cette diapo montre l'utilisation d'énergie pour tous les systèmes d'alimentation, y compris la production de nourriture, de fourrage et toutes les parties des activités de pâturage d'hiver qu'on utiliserait. Donc, on a le triticale et le maïs comparés au parc d'engraissement ou au site d'engraissement. Et si on inclut non seulement le diesel, mais le coût ou le besoin en énergie pour fabriquer l'équipement, pour fabriquer les intrants d'engrais, herbicides, etc., nous réduisons l'utilisation énergétique totale dans toute cette pratique d'alimentation de 50 %. Et ça, c'est énorme. Le triticale, c'était un peu plus bas que le maïs parce que la capacité portante du triticale était plus faible de charge. Donc, maintenir les rendements et avoir de bonnes pratiques agronomiques en pâturage d'hiver peut sauver beaucoup d'énergie. Est-ce important? Eh bien, habituellement, quand on parle de bétail, on parle seulement de méthane et d'oxyde d'azote. Mais dans un point de vue mondial, 65 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues aux carburants fossiles. L'agriculture n'est responsable que de 8 à 10 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada et aux États-Unis. Le reste, c'est surtout dû à l'utilisation des carburants fossiles. Et sur toute ferme de bovins de boucherie en Alberta, 19 % des émissions de gaz à effet de serre peuvent venir de l'utilisation des carburants fossiles. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour monsieur tout le monde ou le type qui se promène dans son champ? Eh bien, nous pouvons sauver assez de carburant, si on parle de diesel, on peut sauver assez de diesel avec 100 vaches sur 100 jours de pâturage pour conduire une automobile moyenne 30 000 km. Et mon technicien dit que ça, c'est une année de conduite pour elle. Donc, pour un producteur, c'est environ 405 hectares ou 1000 acres ensemencés avec un tracteur de 250 chevaux. Donc, il y a des équivalents énormes que l'on peut faire. Si on regarde le taux d'adoption du pâturage d'hiver, dans l'ouest du Canada, par exemple,
Eh bien, l'économie est assez modeste, mais quand même assez d'énergie pour faire fonctionner 65 000 voitures. Donc, ce sont de petites façons de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, tout en sauvant de l'argent. Pour moi, c'est plus facile de faire le suivi, de faire ça que de faire de la séquestration de carbone. On a fait une analyse de cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on fait le pâturage sur andin dans cette même étude, et je n'utilise ce tableau que pour vous montrer la partie inférieure, c'est-à-dire le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre dû à l'utilisation du diesel pour la culture et les vaches. Et dans ce système, la plupart des émissions de gaz à effet de serre sont dues au méthane et aux oxydes d'azote qui viennent de la vache. Donc ça, on ne peut pas le diminuer, sauf si on améliore la qualité du fourrage. La partie liée aux cultures, donc cultiver une culture, varie de 20 à 50 %. Les grosses économies dans ce système-là, c'est en carburant. Une autre partie de la durabilité, c'est qu'en termes d'utilisation de la culture, les systèmes de pâturage d'hiver ne sont pas parfaits. Il y a une quantité variable de résidus et de fumier qui demeurent au champ tous les ans. Ils retournent au sol et agissent comme éléments nutritifs. Donc, on peut probablement diminuer la quantité d'engrais utilisés avec un pâturage d'hiver sur andin. On réduirait pour une culture d'ensilage avec de l'orge ou du triticale, on utiliserait 100 kg d'azote par hectare. Quand nous utilisons ces systèmes de pâturage d'hiver, ce serait plutôt 50. Donc, vous pouvez voir une photo ici prise avec un drone. Il y a des différences. En bas à droite, vous voyez l'utilisation la plus complète d'un champ de triticale comparé à de l'orge, certaines variétés d'orge à gauche. Donc, il y a des différences d'utilisation ou le degré que les vaches sont prêtes à brouter les différentes espèces et variétés même. Et ça va devenir important à l'avenir. Pour voir ce qui reste comme résidus, nous avons constaté que les résidus peuvent varier de 15 à 35 de la récolte initiale. Quand on fait le calcul, en termes de calcul, la plupart des champs en andin, ça représentait plus de 1000 ou à peu près 1 tonne à l'hectare, comparé par exemple à une céréale, un foin ou un ensilage à moins de 500. Un autre point d'intérêt dans les systèmes, en travaillant avec des modélisateurs de la station de recherche de Lethbridge en Alberta, le Dr Roland Provost, nous avons comparé des systèmes de pâturage dans le sud de l'Alberta lorsqu'ils utilisent les andins de triticale et le foin ensilage dans ce système en utilisant le modèle d'équilibre de carbone que vos chercheurs ici à Sainte-Foy et Lavoie ont utilisé passablement. Lorsque vous regardez ces prédictions, vous voyez que le triticale en andin, à cause des résidus, a laissé plus de carbone dans le sol, du moins lorsqu'on modélise ou qu'on estime comparé à l'ensilage ou au grain d'orge. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes intéressés par les balles au pâturage. On n'a pas fait beaucoup de recherches à Lacombe sur ce sujet, mais il existe beaucoup de pâturage sur balle en Alberta et je sais que ça s'applique bien à l'est du Canada, au Québec et dans les Maritimes. Donc, le pâturage sur balle, comme vous le savez,
les balles sont placées au champ, soit hachées ou produites et mises au champ des endroits stratégiques. Et les recommandations dans l'Ouest sont de les placer à environ 12,5 mètres centre à centre à travers le champ. Et il laisse le résidu sur place. Et à droite, vous voyez le patron que ça laisse. Et on ne recommande d'utiliser le pâturage sur balle sur les terres qui sont faibles en matière organique et très faibles comme qualité, et de les utiliser seulement tous les 3 à 5 ans parce que ça laisse du résidu. Donc, vous voyez les matériaux qui restent à la droite. Mais c'est une méthode pour augmenter le rendement du pâturage et en fourrage qui ne se produirait pas autrement pendant que vous soignez les animaux. Donc, cette étude a été faite par l'Université de la Saskatchewan. Ils ont comparé la transformation des balles, c'est-à-dire d'étendre la balle dans un vieux pâturage comparé aux balles au pâturage, l'utilisation de compost et de fumier. Et quand on compare les nutriments fournis au niveau de l'azote, nitrate et ammonium a augmenté substantiellement par rapport aux témoins. Et ça a augmenté beaucoup plus rapidement qu'en utilisant des épandeurs à fumier. Le phosphore n'a pas réagi de la même façon que l'azote. Donc, les rendements que l'on voit à droite ici sont les rendements combinés de 2 ans de croissance. Et vous pouvez voir que la transformation des balles et le pâturage sur balle, où les animaux étaient présents dans le pâturage, a augmenté la productivité davantage que d'épandre du fumier. Et c'était tous plus élevés que le témoin. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont enthousiastes au sujet du pâturage sur balle. Mais on ne devrait pas l'utiliser tous les ans, sinon on va avoir un surplus de phosphore. Donc, là, j'approche de la fin et je pourrai répondre à des questions. Mais en résumé, les pratiques du pâturage prolongé réduisent significativement les coûts. Ça, c'est la chose la plus importante que les producteurs de bouvillons devraient envisager. C'est la raison pour laquelle ils sont adoptés. Mais maintenir cette économie à un niveau élevé dépend d'avoir une capacité de charge élevée ou adéquate. Et ils ont besoin d'intrants pour y parvenir. Les cultures annuelles doivent cependant compléter les cultures vivaces pour le pâturage d'automne et peuvent ne pas être moins coûteuses. Elles peuvent réduire le coût par rapport à avoir un parc d'engraissement. Donc, il faut être prudent dans ces comparaisons. La gestion des caractéristiques de qualité du fourrage et sa résistance aux intempéries pour ce qui est des besoins énergétiques des vaches, et souvenez-vous, ça augmente lorsque la gestation avance, ça peut avoir un effet sur la durée de la saison de pâturage d'hiver et par conséquent affecter ce qui arrive à la vache. Est-ce qu'elle va pouvoir véler l'année suivante et ainsi de suite. Et on constate dans certains de nos travaux des différences entre les variétés qui affectent le poids des vaches. Une variété, les vaches vont gagner environ 30 livres et des fois même vont perdre du poids comparé à des vaches qui vont gagner 70 livres. Et celles qui font plus de gains demeurent plus longtemps dans le troupeau. Donc, plusieurs des aspects de la durabilité peuvent être touchés de façon positive par la prolongation du pâturage d'hiver. Et certains compromis existent et on peut sauver beaucoup de carburant comme ça. Alors, merci.